est-ce que là aussi on a un seuil à ne pas dépasser, ou est-ce que même si la consommation est minime, si c'est chaque jour, c'est déjà problématique? Alors, en tant que personnel médical, hein, moi, je m'en tiens aux recommandations de l'OMS, c'est-à-dire que voilà, la consommation doit être évaluée et calibrée sur le seuil. Et donc, voilà, il faut respecter ce seuil pour que on puisse dire voilà, vous avez tel type de consommation, sachant que en ce qui concerne l'usage d'alcool, il y a une disons typologie des différentes consommations. Donc ils peuvent aller de l'usage simple, voilà, l'usage qui est en deçà en fait des critères de l'OMS, et voilà, il y a des occasions d'intoxication aiguë, d'ivresse comme on le dit, et voilà, l'usage aussi à risque, c'est-à-dire que l'usage qui est un facteur qui va prédisposer aux complications addictologiques de l'alcool. On va y revenir tout de suite à cette addiction, donc cette dépendance. Parmi les informations que vous nous donniez à l'instant, il y a une différence homme-femme. Vous disiez pas plus de 21 verres par semaine pour un homme et 14 pour une femme. Donc là, on voit qu'on n'est pas tous égaux face à cette substance-là. Exactement. Voilà. Donc les femmes doivent faire plus attention, sont moins résistantes? Alors, c'est une étude, hein, c'est des études, c'est des données compilées, des méta-analyses qui ont été utilisées par l'OMS pour fixer ce seuil. Donc, il y a plusieurs critères, je n'ai pas tous en tête, mais c'est sur la base d'études, de certification assez élevée que ce seuil a été retenu. Alors, docteur Domboué, vous êtes psychiatre. Quels sont les termes que vous utilisez en tant que médecin? Est-ce qu'on parle d'alcoolisme? Est-ce qu'on parle de dépendance à l'alcool? Est-ce qu'on parle d'abus d'alcool? Quelle est votre terminologie à vous pour parler de ce problème-là de dépendance? Alors, pour faire simple, hein, alors, nous sommes dans le cadre de l'addictologie, qui est une discipline assez nouvelle, assez récente, qui essaie de prendre place dans toutes les autres disciplines médicales, on peut dire. Et donc, les concepts ont bougé. Déjà, je vois alcoolisme qui n'est plus un thème d'actualité actuellement. En ce qui concerne cette discipline qu'est l'addictologie. Mais en ce qui concerne l'alcoolisme, c'est la classification par les manuels de psychiatrie, d'addictologie. C'est assez simple. C'est de parler d'usage simple lorsqu'on est en deçà des critères de l'OMS. Et puis, on a l'ivresse, à savoir l'intoxication aiguë qui peut être ponctuelle, qui se retrouve maintenant entre l'usage simple et maintenant les facteurs de risque. Les facteurs de risque qui vont prédisposer maintenant à aller vers très rapidement les troubles addictologiques que sont, dans un premier temps, l'usage nocif pour la santé et voilà, le trouble majeur qu'est donc la dépendance. Donc les thèmes sont pas nombreux, mais c'est chaque entité maintenant nosographique qui permet de l'utiliser. On va retenir que vous, en tant que médecin, vous dites non, le mot alcoolisme, on l'utilise plus, c'est stigmatisant peut-être. Oui. Voilà. Et de votre point de vue, cette dépendance à l'alcool, c'est une maladie? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est une maladie, on peut dire, mais alors, c'est une discipline nouvelle, comme je l'ai dit, la dictologie, et qui a innové un peu dans la prise en charge des addictions. Donc, c'est à relativiser un tout petit peu, mais la dépendance, c'est vrai, c'est plusieurs dimensions. Alors, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychique, et il y a le retentissement social. Donc, c'est tout ça qui fait la dépendance. Et donc, dans une ou autre forme de la dépendance, ou manifestation de la dépendance, on pourrait se trouver dans un problème médical pur, parce que l'alcool, en plus de l'intoxication au niveau du cerveau, a une intoxication au niveau des autres organes de l'organisme. Donc, Alors, merci beaucoup, docteur Domboué, pour ces premiers éléments d'information. Je rappelle que nous parlons de l'abus d'alcool dans Quoi de neuf, docteur, aujourd'hui. Comment savoir, docteur, quand on boit trop? Il y a un des auditeurs de Radio Oméga qui nous demande sur la page, c'est monsieur Souleymane Ouedraogo, comment se manifeste la dépendance éthylique? Là, il utilise un terme un peu spécifique, peut-être qu'il est du domaine lui-même. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent interpeller?
Alors oui, j'ai tantôt dit que l'alcool, c'est aussi un principe actif qu'est l'éthanol. Et donc, tout part de là, quand on sait ce que ça veut dire l'éthanol. C'est très rapidement au niveau du cerveau que ça va se passer, que ça va un peu modifier la biologie au niveau du cerveau, bon, à travers un système qui est assez déterminant pour le fonctionnement de l'organisme. Il s'agit du système de neurotransmission, donc avec des marqueurs que sont voilà, la dopamine, le système glutamatergique, sérotoninergique. En fait, c'est des substances qui soit augmentent l'activité du cerveau, soit diminuent, ralentissent l'activité du cerveau, et d'autres substances qui tentent de réguler entre l'aspect accélération et ralentissement du cerveau. Donc, ne serait-ce que sur cette base, on sait exactement, on voit effectivement venir les signes. Si le système nerveux se trouve dans une stimulation excessive, donc les signes vont rapidement apparaître. Hein. C'est dans le cas de l'ivresse aiguë, où donc rapidement, les policiers le savent hein, déjà, le contrôle routier, c'est le ralentissement du champ de la vision, la tension qui est abaissée, et donc l'alcool, en fonction aussi de l'organisme qui l'ingère, va se trouver au niveau du système nerveux, soit dans un contexte où il est hyper accéléré, on parle d'euphorie, c'est le terme sémiologique, ou dans d'autres situations, on se retrouve dans une dépression ou une inhibition de ce système. Voilà un peu. Donc quand il est accéléré, c'est l'euphorie, on se croit capable de tout faire, c'est pour ça qu'on va rouler à grande vitesse, et voilà, ce type de conduite. Donc ça, c'est les situations assez localisées, aiguës au niveau du système nerveux central quand on parle d'ivresse aiguë. Voyez. Donc ne serait-ce que ça, il y a beaucoup d'éléments. Et lorsque la consommation elle va au-delà, où on va se retrouver vers soit l'usage nocif. Alors donc très rapidement c'est nocif, on l'a dit, pour la santé, en plus des signes que le système nerveux va donc pouvoir laisser manifester à travers donc les perturbations des différents mécanismes de son fonctionnement. Donc on pourra s'étendre aux d'autres organes, le foie notamment, voilà. Et très rapidement, comme si ça amène le sujet à l'hôpital pour une question médicale aiguë qui peut entraîner, qui peut concerner le foie. Et donc très rapidement on fait des examens, c'est les marqueurs du foie qui sont perturbés. Hein. Et ensuite c'est les gastrites parce que ça agresse l'estomac. Et voilà, plein d'autres pathologies qui concernent l'intoxication à l'alcool. Alors on l'a compris, docteur Domboué, la consommation excessive d'alcool, que ce soit dans le cadre de l'ivresse, hein, quand on boit énormément, et puis quand c'est chronique, une consommation régulière, ça a des conséquences sur l'organisme, sur la santé. Maintenant, ça c'est le regard du médecin sur son patient. Maintenant, la personne elle-même qui consomme de l'alcool très souvent, comment est-ce qu'elle peut savoir que là, elle rentre dans vraiment une addiction, qu'elle est devenue dépendante? Est-ce qu'elle peut elle-même se poser un certain nombre de questions et voir, évaluer un petit peu son degré de dépendance à l'alcool? Alors on est dans le cadre de l'addiction où le sujet se trouve pris quand même par cette substance-là qui prend tout son être. Je pense que d'autres le savent parce que elles peuvent pas de leur volonté même se départir de l'alcool. C'est ça qui fait la dépendance. On ne peut pas s'empêcher de boire parce que tout simplement le mécanisme est tel que à l'heure près où on n'a pas de l'alcool dans l'organisme, le système de récompense, comme on le dit, c'est comme une mémoire qui demande déjà cette récompense. Et donc, la personne est dans le craving, comme on le dit, c'est l'envie irrépressible de chercher à consommer de l'alcool. Ça veut dire un besoin irrépressible de boire, c'est nécessaire pour la personne, elle ne peut pas s'en passer en fait. Voilà, elle ne peut pas s'en passer au risque de voir apparaître déjà les signes de sevrage, comme on le dit. Alors, quels sont ces signes justement de manque en fait, hein, les signes de manque.
Alors c'est une urgence, donc on se permet pas de laisser les gens arriver à cette situation parce que c'est une urgence. Hein. Bon, au niveau de l'hôpital, même si déjà les usagers d'alcool le sentent, c'est des signes qui vont aller du simple aux signes compliqués. Mais bon, s'agissant de ce qui est du sevrage médicalement parlant, c'est des signes qui commencent par des signes assez simples souvent. Soit ça va être ce qu'on appelle des crises convulsives, donc le sujet qui sent que voilà, ça peut être une chute brève comme ça, la conscience qui s'altère brièvement avec tous les muscles qui bougent, qui tremblent, voilà. Et soit c'est des signes qui peuvent s'accompagner de signes, c'est des nausées, c'est des vomissements, c'est des maux de ventre, voilà. Donc simple comme ça, et si c'est pas pris en charge, ça évolue. Il y a le délirium tremens, comme le disent les manuels, et ça c'est connu un peu des consommateurs d'alcool. Alors c'est tout le psychisme qui se trouve emballé, où on a des manifestations un peu au niveau de la perception qui est perturbée, c'est des hallucinations comme on le dit, avec la vision un peu de petits animaux qui ont l'apparence bizarre. Et donc ça déjà ça c'est connu des consommateurs, des usagers d'alcool, et donc ça les entraîne immédiatement à rechercher la substance parce qu'ils se sentent déjà en difficulté. Et plus au-delà, c'est des complications avec déshydratation importante, parce que c'est les crises convulsives, tout l'organisme est emballé, ça tremble, et donc une perte d'eau, et ça peut se compliquer. Et quand on va au-delà, c'est donc en plus les signes d'encéphalopathie qui vont apparaître, parce que en ce qui concerne l'alcool, alors il y a une carence un peu vitaminique qui s'associe, B1, vitamine B1. Et donc, s'il n'y a pas cette supplémentation, c'est des signes de souffrance déjà neurologiques qui vont apparaître. Voilà. Et c'est de deux types, hein, ces types de complications, donc l'encéphalopathie verniquée. Et c'est des signes assez précis dans un tableau à 4 éléments. Et si on fait l'imagerie, c'est le cerveau déjà qu'on voit qui se réduit, l'IRM, le volume. Voilà, c'est des signes déjà au niveau ophtalmologique, hein, où on regarde la pupille, elle bouge beaucoup, on appelle le nystagmus. Voilà, entre autres signes inquiétants quand même. On est dans une complication du sevrage. Alors, on comprend en vous écoutant, docteur Doumboué, que l'éthanol, hein, cette substance qui est présente dans des boissons alcoolisées, a un effet très important sur l'organisme, sur le cerveau. Ça a créé toutes sortes de changements. Et finalement, on se dit, bon, l'alcool, c'est comme une drogue. Finalement, c'est légal, mais c'est une drogue. Voilà, sachant que la définition d'une drogue, elle est à faire au niveau du législateur, et donc si c'est pas intégré comme une drogue, ça n'est pas une. Voilà. Mais de votre point de vue de médecin, est-ce que c'est une drogue ou pas? La médecine, elle va se faire dans une discipline qui encadre, en tenant compte de tout ce qui l'encadre. Voilà, donc on ira chercher cette définition si elle existe, mais si ça n'existe pas, alors c'est pas considéré comme une drogue. Alors, il y a eu tout un débat sur notre page Facebook quand on a annoncé l'émission, parce qu'on a choisi d'illustrer avec une photo de dolo. Et certains auditeurs estiment que non, vraiment, le dolo, quand même, ça va, ça passe, c'est pas si dangereux que ça, voire c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il y a certains types d'alcool qui sont moins dangereux que d'autres? On disait tout à l'heure la bière, le vin, la liqueur, le dolo, etc. On parle aussi des alcools frelatés. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des alcools qui sont plus dangereux pour la santé humaine que d'autres? Alors moi, comme une fois je dis, je suis dans le cadre médical. Je m'en tiens une fois de plus au principe actif qu'est l'éthanol. Peu importe que ça se trouve dans la boisson frelatée, dans la boisson locale, c'est toujours de l'éthanol. Et il faut tenir compte aussi de la densité. Et donc, quand ça dépasse à peu près les 4 degrés, c'est les 25 centilitres à respecter. Et quand c'est à 40 degrés, c'est les 300 centilitres à respecter. Mais au-delà, on se trouve rapidement dans un usage qui est problématique. Quel que soit le type de boisson. Ouais. Et les mélanges, parce qu'on dit souvent les mélanges c'est dangereux. Quand on consomme d'abord un type de boisson, ensuite on passe au vin, ensuite on revient sur la bière pour partir. On dit que c'est encore pire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue?
Alors, je pense que non, si on fait rapidement la synthèse, c'est qu'on a vu que avec la bière à 4 degrés, on a 25 centilitres. Avec le vin, on est à 13 centilitres hein, pour le verre standard. Et pour les boissons fortes type whisky, à 40 degrés, on est à 3 centilitres. Donc, si on voit ce mélange, on se dit que bon, avec 25 centilitres, et rapidement qu'on est à une boisson forte, on est à 3 centilitres, bon, rapidement, on fait monter avec le mélange la teneur en alcool hein, du mélange qu'on a. Et donc, facilement, on peut se retrouver avec des teneurs fortes. Mais dit que c'est le mélange, je vois pas, mais c'est juste le principe actif. Hein. C'est l'éthanol. La quantité, tout simplement. Voilà. La quantité qu'on va absorber. Certains consomment une grande quantité en très peu de temps. D'autres vont étaler leur consommation sur toute une après-midi, par exemple. Est-ce que le temps qu'on prend à absorber l'alcool, ça joue sur aussi l'effet que va produire cet alcool-là? Il y a des jeunes, souvent, qui mélangent des boissons sucrées avec de la liqueur, par exemple, qui boivent très rapidement et qui sont dans des états, justement, seconds suite à ça. Oui. Alors, disons que l'alcool, il y a, comme toute substance qu'ingère l'organisme, alors il y a un délai d'élimination. Donc ça c'est fait et c'est volatile, l'éthanol c'est volatile. Donc pour ceux qui savent, ils ont des petits arrangements pour quand même laisser passer l'effet au bout d'un certain temps et ils reprennent la consommation. Voilà, donc il y a une demi-vie d'élimination de l'éthanol. Et donc, une fois qu'on sature l'organisme, une fois qu'on n'a pas l'élimination qui se fait de façon rapide, bon, donc on sature forcément la teneur et on se retrouve donc avec un taux d'alcoolémie qui va déterminer de ce qu'on va manifester comme signe. Hein. Donc, on ne triche pas. Si l'alcoolémie elle est dosée, donc on va se retrouver rapidement avec un taux qui forcément induira des symptômes ou des signes. Alors docteur, on le disait tout à l'heure, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Vous citiez une différence dans le seuil à ne pas dépasser entre les hommes et les femmes. Il y a toujours ces personnes qui disent que non, de toute façon, moi j'ai l'habitude, ça ne me fait rien et je ne sens pas de changement. C'est-à-dire la personne est persuadée qu'elle est tout à fait comme d'habitude, qu'elle parle, qu'elle marche, qu'elle circule avec sa moto ou sa voiture tout à fait normalement. Est-ce que malgré tout, et peut-être elle a l'air normale d'ailleurs, hein, est-ce que malgré tout, elle va avoir par exemple des réflexes ralentis quand elle conduit, ou est-ce qu'il y a tout de même changement, même si la personne ne perçoit rien de spécial? Alors là, on va certainement s'étendre un tout petit peu en ce qui concerne les modalités de consommation de l'alcool, parce que tout ce qu'on dit là, c'est l'alcool et c'est qui rencontre un individu. Hein. Pourquoi c'est l'alcool et pas autre chose? Voilà la question. Et donc, il y a une forme de consommation qui, comme c'est décrit un peu dans la littérature, hein, qui aide un tout petit peu. Aider sans aider. Parce que là, vous savez, il y a des effets de l'alcool, comme je l'ai dit, l'alcool peut ralentir un peu le fonctionnement du cerveau ou accélérer son fonctionnement. Et l'alcool peut donner de l'euphorie. Alors pour certains types d'individus qui se retrouvent un peu trop inhibés, comme on le dit, un peu ralentis, vous voyez qu'avec l'alcool, on a un effet. Et donc, si c'est bien pris à dose raisonnable, il se retrouvera un peu plus élevé en termes de stimulation de ses capacités, s'il se retrouvait un peu très bas et très inhibé. Donc, il y a ce type d'arrangement que les gens ont avec l'alcool, même si c'est pas conseillé. S'il y a un trouble, il faut le prendre en charge comme il le faut. Mais voilà, c'est cette rencontre un peu avec l'alcool qui souvent permet de maintenir un peu un état d'équilibre pour certains consommateurs. Et donc ce discours est vite servi, mais c'est chacun avec qui expérimente l'alcool avec ce que ça peut entraîner comme désagrément ou pas.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles de devenir dépendantes à l'alcool que d'autres? Vous parliez tout de suite d'arrangements qu'on trouve, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être des soucis, des problèmes, des difficultés, et qui du coup vont trouver dans l'alcool une espèce de béquille pour s'aider à fonctionner dans la vie. Inversement, est-ce que ceux qui sont plutôt équilibrés, qui sont plutôt bien dans leur tête et dans leur vie, sont moins à risque de tomber dans cette dépendance? Bon, alors, si c'est comme on l'a dit, un risque. Il y a un risque, c'est plusieurs facteurs. L'alcoolisme, il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à créer la dépendance, sachant que la dépendance, une fois qu'elle est installée, ce n'est plus une question de dose, ce n'est plus une question de fréquence. C'est juste qu'on n'a plus le contrôle. Cette perte, on n'a plus le contrôle d'aller vers la substance. Et même ça peut être un verre, et il ne consomme pas comme celui qui a déjà 4-5 bouteilles. Mais ce n'est plus une relation d'intensité ni de fréquence. C'est maintenant la perte de la volonté à se contrôler vis-à-vis de l'alcool. Donc en ce moment, bon, ouais, c'est des facteurs, oui, comme je l'ai dit, individuels, l'environnement. Et une fois que la dépendance elle est installée, elle évolue à son propre compte. Voilà. Alors c'est vraiment très important ce que vous venez de dire, docteur Domboué, c'est on n'a plus le contrôle. Ça veut dire que si dans ma journée j'ai prévu de boire à un certain moment, mais pour une raison X, j'ai un contretemps, ce n'est pas possible, là il y a un gros problème qui se pose. La personne n'a plus sa substance et du coup ça devient grave pour elle. Oui, c'est ça la problématique de la dépendance. Hein. Voilà. Et là, les signes vont apparaître très, très, très rapidement. À l'heure près, vous voyez, pour l'alcool, la dépendance, elle se situe à 1 heure sans alcool. Donc. Et on imagine, avec tout ce que vous dites, docteur, des tas de conséquences sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur le travail, des conséquences financières, parce que si la consommation devient indispensable pour la personne, elle va faire passer ça en priorité sur d'autres choses qui sont vraiment importantes. Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que l'alcool, sa prise en charge, elle est très très difficile, très compliquée, d'où la prévention. Parce que là, on l'a dit, c'est une problématique qui va être à l'origine de problèmes, comment le dire, de retentissement. Le retentissement, déjà, ça commence familial. Alors, familial, c'est des drames. C'est le père de famille qui, à chaque moment, est auteur de violences conjugales, violences envers les enfants. Et c'est un drame, comme je le dis. Parce que pourquoi? Il y a déjà les enfants qui sont préparés et prédisposés. C'est comme on le dit, l'alcool, les parents alcooliques, bon, les parents usagers d'alcool, quand même perturbe le comportement, le développement de l'enfant qui plus tard aussi voit l'alcool comme un refuge. Hein. Donc il y a cette possibilité-là et c'est là que de soi, alors on crée le drame familial, c'est des divorces et puis après c'est les enfants qui se conduisent pas bien, qui aussi ont une chance de tomber dans la dépendance à l'alcool. Donc, le retentissement professionnel, comme on l'a dit, la demi-vie, c'est en fait la dépendance. Les signes, ils apparaissent au bout d'une heure. Donc, c'est un individu qui ne peut plus s'occuper de façon, en toute lucidité, hein, sur une longue période. Donc, c'est l'absentéisme. Après, ça va être un problème d'emploi. Oui, bon, voilà, avec l'employeur qui sera obligé de le remercier. Et c'est encore le drame qui se poursuit, le cercle vicieux. Voilà, sans emploi, pas d'alcool, et pas d'alcool, ça incite à d'autres formes d'approvisionnement en fait financièrement pour pouvoir se procurer de la substance, parce qu'il le faut. Oui, donc professionnel, je l'ai dit, et aussi juridique majeur. Et en ce qui concerne l'alcool, il faut dire que voilà, les termes en ce qui concerne l'expertise médicale, c'est que c'est une altération de la conscience et donc la personne est accessible à une peine lorsque il est auteur de violence, d'ivresse conduite en état d'ivresse, vous voyez. Voilà, donc c'est la prison si on est dans le domaine judiciaire.
Donc toutes sortes de conséquences, toutes sortes d'impacts sur la vie de la personne qui sont tout à fait graves. Vous parliez de familles qui vivent des véritables drames à cause de l'alcool. Est-ce que ça touche tous les milieux sociaux dans votre pratique professionnelle? Est-ce que vous voyez des personnes concernées par ce problème qui viennent de toutes sortes d'horizons? Des hommes et puis des femmes aussi? Là, je pense que c'est oui, parce que l'alcool, ça, la problématique en ce qui concerne l'alcool, il y a déjà, il y a des études qui montrent que c'est déjà une pratique des milieux aisés. Ça, c'est quand on rentre un peu dans les aspects théoriques des milieux aisés. Et il y a une illusion de s'anoblir. Et donc, les classes inférieures se retrouvent dans cette problématique-là parce que, bon, l'alcool, c'est je vais dire, c'était une activité de noblesse. Donc, déjà, c'est des nobles qui ont le droit de s'enivrer. Et puis, bon, la classe inférieure qui regarde, qui veut aussi ressembler à cette classe aisée là, entraînée aussi dans la problématique de l'alcool. Et c'est ce qui apparaît. Donc, oui, c'est toutes les classes qui sont impliquées et aussi les âges, hein, parce que l'alcool, compte tenu de sa disponibilité, c'est ce que les adolescents, on peut dire, ont facilement accès. Et des substances, c'est l'alcool qui est incriminé, hein, comme première substance qui est utilisée par les adolescents. Elle est beaucoup plus facilement accessible que la drogue qui se procure autrement et illégalement surtout. Justement, vous parliez de pratiques culturelles. On disait tout à l'heure que vraiment la consommation d'alcool, elle est rentrée dans les mœurs et elle se fait publiquement parce que c'est toléré, c'est accepté. Même certaines personnes offrent de l'alcool à des enfants. C'est des choses qui se voient, qui s'encouragent pour des raisons culturelles. Et là, votre regard de médecin sur ces pratiques-là? Alors, bon, c'est culturel, mais tant que c'est pas amené dans le cadre de l'hôpital, alors on ne se permet pas de juger ces pauvres dames ou ces pauvres messieurs qui le font, mais la sensibilisation, c'est que l'alcool, c'est pas du tout bien pour l'enfant parce que ça détruit un peu toute la marge de progression qu'il a pour avoir un cerveau normal. Et donc, c'est déconseillé et c'est pas du tout à encourager. J'en profite pour poser la question sur les femmes enceintes. Oui. La consommation d'alcool quand une femme porte un enfant, est-ce qu'il y a des conséquences aussi pour son bébé? Mais oui, et le bébé qui est très très sensible, comme on a dit, l'alcool c'est l'une des substances qui n'est pas, c'est pas qu'on a un site spécifique au niveau du cerveau. Il touche à toutes les zones du cerveau. Et donc, ça traverse toutes les barrières, donc facilement et vite, l'enfant est très très exposé, plus sensible aux effets de l'alcool par rapport à la mère elle-même. Et l'enfant, il fait les mêmes étapes, sachant qu'il peut avoir un syndrome de sevrage, de manque à l'intérieur du ventre, parce qu'il est très sensible, et c'est les mêmes effets de l'alcool. Donc, zéro alcool à tous les âges de la grossesse, ça c'est, je crois que c'est connu. Zéro alcool, oui c'est connu, mais bon. Certaines femmes le font en tout cas. Donc c'est à punir. C'est important de le répéter. Donc le fœtus qui est très 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 sensible à tout ce qu'on consomme, y compris l'alcool. Oui, parce que là, lorsqu'on va se trouver dans cette situation, c'est une situation très délicate où il va falloir prendre en charge la mère et ensuite prendre en charge le fœtus, hein, parce que c'est la même problématique. Ouais. Alors on va permettre aux auditeurs dans quelques instants de poser leurs questions en direct au téléphone. Avant cela, docteur Domboué, un mot du sevrage, un mot de ces personnes qui veulent arrêter l'alcool, qui ont conscience que c'est important pour leur santé et leur avenir. Vous parliez de l'addiction, la dépendance qui est très forte à cette substance-là. Pour autant, il est possible d'arrêter, de s'en sortir. Oui, il est bien possible d'arrêter, de s'en sortir. En passant par les différentes étapes, malheureusement. Alors, c'est bien possible, c'est la décision, c'est la motivation qui compte comme un premier élément pour s'en sortir. Et c'est sur ça que les différentes unités de prise en charge en alcool se basent. Parce que là,
La problématique d'alcool est telle que le sujet se retrouve dans une situation, je vais arrêter, je ne veux pas arrêter, l'alcool me détruit, ça ne me détruit pas, ça me fait du bien. Donc c'est cette ambivalence il va falloir encadrer et faire basculer du côté de la décision à l'arrêt. Et donc ça va passer par plusieurs étapes. C'est déjà des structures bien organisées qui doivent accueillir un peu cette première étape qui est la décision à aller vers l'arrêt. C'est primordial, c'est vraiment à encadrer avec beaucoup de professionnalisme. Parce que c'est à partir de là que la décision... C'est vrai qu'en premiers instants, ça reste toujours cette ambivalence-là. Mais lorsqu'on a un professionnel en face et qu'on a toute l'assistance qui va avec, donc on arrive à cheminer progressivement. Et donc c'est des entretiens motivationnels qui sont utilisés pour donc renforcer la motivation et permettre à l'usager de s'en sortir. Donc vraiment le vouloir, déjà c'est la volonté de s'en sortir. Et oui. Par la suite, vous décriviez une dépendance vraiment physique, hein, c'est vraiment le besoin de la substance. Comment ça, est-ce que ça peut se gérer médicalement? Est-ce qu'il y a des traitements qu'on doit prendre par exemple, ou est-ce que c'est vraiment les entretiens avec des professionnels? Comment ça se passe? C'est ce que je venais de dire tout de suite là. En fait, les signes de la dépendance, c'est connu, c'est comme on l'a dit, physique, et le sevrage qui vient, et ensuite le sujet, il est, disons, dès qu'il n'a pas la substance, alors l'organisme va réagir. Les signes de sevrage vont apparaître, et c'est un peu difficile à contrôler tout seul, c'est pas possible. Donc lorsque l'on se trouve dans le cadre du sevrage, ces signes peuvent être contrôlés. Bon, ça peut se faire en fonction du degré à l'hôpital, parce que bon, c'est quand même une urgence lorsqu'on a le sevrage. J'ai dit la complication, c'est des lésions irréversibles qui peuvent se voir au niveau du cerveau. Donc c'est une urgence médicale. Et très rapidement, il y a des substances un peu qui compétissent avec l'alcool. C'est les benzodiazépines, c'est cette classe de médicaments, donc qui ont les mêmes affinités un peu avec l'alcool, qui sont utilisés dans un protocole bien précis. Et donc les mesures un peu pour prévenir le syndrome avant qu'il n'arrive sont utilisées dans le cadre de l'hôpital. Donc oui, ces signes physiques peuvent être vaincus lorsqu'on est dans un dispositif de soins. Et voilà, lorsque c'est voulu déjà par le patient. En tous les cas, demander une aide professionnelle pour se donner toutes les chances de s'en sortir. C'est ça. On va passer tout de suite au tour du net. On va voir quelques sites internet de référence sur cette question de l'alcool. Vous suivez Quoi de neuf docteur, le tour du net. Quelques sites internet effectivement qu'on peut consulter pour en savoir plus sur ces questions d'alcool et de dépendance à l'alcool. D'abord un site internet qui est celui de Alcool Info Service. C'est un service qui dépend de l'agence Santé Publique France. Et c'est un site d'information sur l'alcool avec notamment un questionnaire qui permet de s'auto-évaluer, un questionnaire en 2 étapes à remplir et ça permet de se poser quelques questions. Donc on coche les réponses. Je cite 2 exemples de questions qui sont posées dans ce questionnaire. Dans les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de regret après avoir bu? Dans les 12 derniers mois, à quelle fréquence le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous, etc. Vous répondez en fonction de la fréquence et ça permet d'obtenir un résultat avec quelques informations sur la conduite à tenir et surtout les points de vigilance par rapport à sa consommation d'alcool. Sur ce même site, il y a une partie dédiée à l'entourage des personnes dépendantes à l'alcool. Il y a aussi un espace jeune dans un langage qui parle un peu plus aux jeunes. Deuxième chose, l'enquête que je citais en introduction, pour en savoir un peu plus sur la consommation d'alcool au Burkina Faso, les facteurs de risque des maladies non transmissibles dont l'alcool, chiffre intéressant en fonction des tranches d'âge et des régions. Au Burkina, il y a vraiment des différences régionales aussi. Donc on trouve cette enquête en saisissant STEPS Burkina Faso 2013. On trouve aussi cette enquête sur le site de l'OMS. Enfin, les toutes dernières nouvelles de la recherche scientifique
compilé et expliqué sur le site de la revue Sciences et Avenir. C'est un article publié en août 2018 qui revient sur la dangerosité de l'alcool, donc les derniers résultats des recherches scientifiques en matière d'alcool. Vous saisissez Sciences et Avenir, alcool dangereux pour la santé. Nous remettrons tous ces liens-là sur notre page Facebook pour que vous puissiez les consulter après cette émission. On va passer tout de suite aux questions des auditeurs en direct au téléphone. Vous suivez Quoi de neuf docteur, à vous la parole. À vous la parole donc sur cette question d'alcool et de dépendance à l'alcool. Je vous rappelle nos deux numéros 25 37 47 48 et 63 63 95 95 25 37 47 48 63 63 95 95 pour témoigner, réagir, poser toutes vos questions sur cette problématique de la consommation de l'alcool. Je suis en studio avec le docteur Sylvestre Domboué, psychiatre, et nous avons parlé durant cette émission des conséquences de l'abus d'alcool, de ce qu'est la dépendance à l'alcool, les conséquences sur la santé, les conséquences sociales. N'hésitez pas à nous appeler 25 37 47 48 63 63 95 95. Docteur Domboué, je lis sur la page Facebook de notre radio, il est recommandé un verre de vin chaque jour et c'est recommandé aux femmes après l'accouchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces pseudo-recommandations médicales? Un verre de vin chaque jour, est-ce que c'est bon pour la santé? J'ai cru comprendre aux femmes. Alors, la personne dit il est recommandé un verre de vin chaque jour et il est recommandé aux femmes de boire de l'alcool après l'accouchement. Donc, une femme allaitante, on suppose, si c'est après l'accouchement. Alors, c'est ce que je disais tout de suite. L'alcool, ça traverse toutes les barrières. Donc, l'allaitement, ça passe par le lait maternel. Bon, vous disposez le fœtus aux différents stades d'évolution d'un usage problématique d'alcool. Donc, je pense que ça, c'est des informations qui sont pas d'ordre médical, je pense. Hein. Bon, donc, je peux pas valider de telles assertions. Voilà. En tout cas, attention, pas d'alcool quand on allaite. Ah oui. De la même manière qu'on ne doit pas prendre de l'alcool pendant la grossesse. Ouais. Pour ne pas exposer le bébé à des risques, un bébé qui est particulièrement donc sensible et fragile. 25 37 47 48 63 63 95 95. Appelez-nous, exprimez-vous sur cette question de l'alcool. Un autre auditeur nous dit prendre de l'alcool après avoir mangé aide la digestion. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement? Mais ça c'est comme bon, et ça reste le cadre un peu des apéros, des apéritifs. Donc oui, ça facilite la digestion, mais on va pas au-delà. Il y a déjà des seuils, donc si on respecte ces seuils, bon, on se dit théoriquement qu'on va pas avoir les risques et les dommages de l'alcool. Alors oui, on a vraiment parlé de la quantité durant cette émission. Finalement, c'est pas une question de quel type d'alcool on consomme, c'est plutôt une question de contrôler la quantité d'alcool qu'on ingère. C'est bien ça, docteur? C'est bien ça. Donc même si c'est la bière, si c'est la liqueur ou autre, on va faire attention aux quantités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les seuils que nous donne l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé? Voilà, donc ces seuils très rapidement, c'est pas plus de 4 verres. Donc verre standard, je dis bien verre standard. Donc à l'occasion d'une consommation qui est occasionnelle, ponctuelle. Voilà. Et donc 21 verres standard, pas plus de 21 verres standard pour l'homme durant la semaine. Et pas plus de 14 verres standard pour la femme, donc au cours de la semaine. On va rappeler ce qu'on entend par verre standard, par exemple pour la bière. On part du principe que c'est une bière à 4 degrés, donc une bière classique. Oui, et donc le verre standard, c'est 25 centilitres. C'est-à-dire, finalement, c'est moins de la moitié d'une bière telle qu'on les commande ici dans les maquis. Une bière de 60 centilitres. Oui, donc 60, oui, il faut donc pouvoir puiser les 25 et s'assurer que bon aussi on est dans un usage ponctuel, occasionnel, donc ne pas aller sur plus de 4 verres standards. Ouais.
25 37 47 48, 63 63 95 95, ce sont les deux numéros de téléphone pour nous appeler dans cette émission Quoi de neuf docteur sur cette question de la consommation de l'alcool, ses conséquences sur la santé, ses conséquences aussi sur la vie sociale, sur le travail. On a un auditeur ou une auditrice en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur, bienvenue sur Radio Omega. Oui, moi j'ai une question à poser parce que Oui. moi je sens des douleurs. Oui, Hein? Quand je prends l'alcool, oui. j'arrive à dormir. D'accord, quand vous consommez de l'alcool, vous arrivez à dormir. Oui, mais si je sens des douleurs là, si je prends l'alcool, j'arrive à dormir. Mais si je ne prends pas, je n'arrive pas à dormir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Le docteur va réagir tout de suite. On va voir s'il y a d'autres questions. 25 37 47 48, 63 63 95 95. On a donc ce premier auditeur qui souffre de douleur et lui, quand il prend de l'alcool, ça l'aide à dormir. On va revenir tout de suite sur ce témoignage-là, qui est un témoignage assez intéressant. Est-ce qu'on a un autre appel? Non. Alors, docteur, en fait, c'est une personne qui a un problème de santé et qui trouve dans l'alcool un moyen de soulager ses douleurs. Qu'est-ce qu'on peut répondre à sa préoccupation? Alors, c'est ce que j'avais tantôt dit là, que en fait l'alcool, il faut s'en tenir au seuil, et que l'alcool, c'est la substance qui rencontre un individu dans une circonstance particulière. Bon, là, il s'agit d'une problématique de douleur. Il y a des antidouleurs qui sont prescrits. Si c'est dans le cas de la rhumatologie, bon, je pense que c'est la prise en charge, elle se fera avec un spécialiste de la douleur. Mais c'est comme je l'ai dit, l'alcool, c'est une substance, sachant que la douleur, elle a une composante psychique, comme on peut le dire, si on suit tout le mécanisme physiopathologique. Et donc, j'ai tantôt dit que l'éthanol, c'est une substance qui n'a pas de site précis. Il agit à plusieurs niveaux. Et donc, on comprend à quel point il peut en même temps soulager la douleur et induire du sommeil. En tout cas, ce serait de conseiller à cet auditeur de trouver d'autres réponses auprès d'un professionnel de santé pour essayer de comprendre et puis soulager ses douleurs, Voilà. pour qu'il puisse aussi bien dormir la nuit sans pour autant avoir recours à l'alcool, qui n'est pas forcément la meilleure option. C'est le meilleur conseil que je lui donner. Merci beaucoup, docteur. 25 37 47 48 et 63 63 95 95. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Non. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions ou apporter vos témoignages sur la question de l'alcool, l'abus d'alcool, la consommation d'alcool. C'est notre sujet aujourd'hui dans Quoi de neuf docteur sur Radio Omega. On a un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quoi de neuf docteur. Quelle est votre question? Oui, moi ma question c'est, lorsque je consomme certains alcools, Oui. cela me donne des maux de tête, D'accord. contrairement à certains. Donc les maux de tête surviennent immédiatement ou quelques heures après? Quelques heures après. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Donc là, on a parlé des différents types d'alcool. On a dit il y a la bière, la liqueur, le vin, etc., etc. Et ce monsieur dit certaines boissons me donnent des maux de tête et d'autres non. Est-ce que ça veut dire pour autant que celles qui ne donnent pas de maux de tête sont à privilégier par rapport aux premières? Puis tout le monde y réagit différemment aussi sur ces questions-là. Voilà, donc oui, les différents types de substances, d'alcool, ils n'ont pas les mêmes teneurs. Et il faut dire aussi que l'alcool, c'est une question de tolérance, comme je l'ai dit. Alors, c'est pour ça qu'on peut expérimenter pour la première fois, avoir un effet désagréable pour ne pas susciter une seconde consommation. Il faut durer même s'installer donc dans la durée. Et donc, si il ne tolère pas l'alcool, donc c'est des signes déjà d'intolérance de céphalée, et ça c'est bien, il faut s'appuyer sur ça pour éviter les céphalées et donc arrêter de boire. Oui, il ne faut pas chercher à s'habituer, voilà, mais plutôt se dire c'est pas bon pour mon organisme, donc plutôt se prendre des boissons non alcoolisées pour pas avoir ce genre de symptômes. Alors, retour au standard, fidèle comparé, est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur Radio Omega. Merci à votre invité, notre cher docteur. Oui. Vraiment, c'est un réel plaisir d'entendre parce que là, moi, je deviens presque un esclave d'alcool.
Depuis 2002, je consomme de l'alcool. Tous les jours, je consomme. Les jours que j'ai moins consommé, 5 à 6 bières. Et je consomme très tôt le matin. À partir de 6 heures de nuit, il faut que je consomme une bière. Pendant que tout le monde prenne le café, moi, mon café, c'est devenu l'alcool. Est-ce que vous avez... Oui, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter, monsieur? Il m'a dit d'arrêter au jour où je suis malade. Il m'a dit, je n'ai même pas, j'ai jamais pensé, bon, il y a eu des moments où je sais que c'est pas bien, mais je suis devenu comme un esclave. Oui. Donc, je sais bien que c'est licite, mais je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus vraiment m'en sortir. Mais monsieur, est-ce que vous avez vu un agent de santé pour en parler? Pas encore. Ah, d'accord, merci. Oui. Et en plus, à ce moment, c'est que je voulais suggérer auprès du docteur. Oui. C'est temps si je sens vraiment un problème de nerfs allant vers le cerveau en descendant sur le cou. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Jusqu'au niveau de mon épaule. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Alors, on a vraiment un témoignage de quelqu'un qui sait, une personne qui sait qu'elle est dans la dépendance. Donc, un monsieur qui parle d'une consommation quotidienne depuis de nombreuses années et très tôt le matin également. Donc là, on est dans un tableau vraiment d'addiction, docteur Domboué. Oui, je pense que là, c'est le cap est franchi. Et c'est pas aussi pour un peu le décourager très rapidement. Bon, il faut poursuivre, il faut s'interroger. C'est ce qu'il a fait et c'est bien. Sinon, on peut dire que oui, une dépendance s'installe et c'est vraiment la consommation matinale qui me permet de dire cela. Parce que le matin, les consommations très tôt le matin, c'est pour effectivement prévenir l'installation de signes de sevrage, de manque. Et donc ça interpelle beaucoup pour dire que quand même, il a utilisé le terme, il est esclave de l'alcool. Donc oui, il y a nécessité un peu de commencer déjà à s'approcher un peu des structures qui peuvent l'aider à mûrir un peu, comme je l'ai dit, la décision d'aller vers l'arrêt, sachant que oui, le discours actuel en ce qui concerne la dictologie est quand même assez tolérant, je peux dire. Lorsque l'on se trouve dans une consommation assez problématique de l'ordre donc de la dépendance, la dicto ouvre un peu des portes pour permettre un peu de réduire les risques. Oui, les risques, c'est peut-être, je ne sais pas, la neuropathie dont il a fait question, je ne sais pas, c'est pas typique un peu d'une atteinte neuronale. Donc oui, il peut réduire son risque et passer à un usage peut-être nocif pour envisager l'arrêt après. On va en tous les cas lui conseiller de se tourner vers une structure de santé, d'aller consulter, d'en parler absolument. En tout cas, le fait de s'informer, c'est déjà un premier pas. Le fait de prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour envisager d'arrêter, encore une fois, avec une aide professionnelle. C'est déjà la fin de Quoi de neuf, docteur? Nous parlions aujourd'hui de consommation abusive d'alcool. Merci à mon invité, le docteur Sylvestre Domboué, psychiatre. Merci à Emmanuel Lompo pour le relais web. Merci à Fidèle Compaoré. La semaine prochaine, nous parlerons de santé dans les quartiers non lotis de Ouagadougou. D'ici là, portez-vous bien et restez-nous fidèles.